Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne pour cet épisode 25 ce soir. Je suis avec Osvaldo. Salut Osvaldo. Bonsoir messieurs. Et je suis avec Varam. Salut Varam. Salut Mirko, salut tout le monde. Alors malheureusement, vous n'êtes pas avec nous à nouveau en direct sur Twitch et YouTube. Le live avait démarré, mais nous avons malheureusement dû le stopper. Je suis en proie à des problèmes techniques depuis chez moi. Ils sont venus les uns après les autres. C'était une horreur, mais on arrive quand même à conserver l'essentiel, c'est-à-dire l'enregistrement de cet épisode. Voilà, je vais y travailler cette semaine en espérant que la semaine prochaine, enfin cette fin de semaine du coup, ça soit résolu et qu'on puisse à nouveau enregistrer comme le premier épisode qui s'était passé sans aucun bug. Donc voilà, toutes mes excuses aux gens qui voulaient se connecter en live et nous suivre, mais vous aurez quand même votre Xamcast hebdomadaire à vous mettre sous la dent. Voilà, alors on a pas mal de choses sur cet épisode, messieurs, puisqu'on a deux matchs à débriefer et un match à briefer. Match de coupe contre Yverdon, match contre le Stade Lausanne-Ouchy, et puis le briefing du prochain match qui nous emmènera dans la banlieue de Genève. Voilà, le programme est chargé. Messieurs, on passe tout de suite au premier. Un match importantissime avait lieu du coup ce mardi 3 février du côté du Stade de la Madière. Quart de finale de Coupe de Suisse. Ça faisait 15 ans qu'on n'avait plus vu Neuchâtel Xamax à ce stade de la compétition. Alors messieurs, ce match avait déjà fait beaucoup de bruit avant même le début du match. On va pas revenir sur les circonstances, on les a déjà largement explicitées lors de notre précédent épisode. Et puis, on va se concentrer cette fois-ci purement sur l'aspect sportif et le match qui, malheureusement, a vu la défaite de Neuchâtel Xamax sur le score de 2 buts à 1, score similaire au match de championnat qui a eu lieu 9 jours avant contre Yverdon Sport. Alors, c'est quand même un match qui a beaucoup fait réagir nos auditeurs. On a Elgesh qui nous dit c'est du handball, je crois non. LSTP qui dit Collet, c'est le caillou dans une chaussure. Olovikos qui nous dit malgré la défaite, fier de ce que l'équipe a proposé, un combat jusqu'au bout. Grégoire M qui nous dit tout simplement plus d'objectifs. Gilles qui nous dit finir la saison avec les M19 avec le smiley en train de réfléchir. Loris qui nous dit et courage aux joueurs, ils méritent malheureusement meilleur patron. Il nous dit aussi dommage la main, il y avait de l'envie, la situation générale du club a fait la différence. Jérôme qui nous dit en rage par rapport à l'arbitrage sur l'égalisation, encore plus après avoir vu les images avec les emojis de l'aveugle et de la canne et du chien d'aveugle. Et puis SE qui nous dit un gros vol et Eliano qui nous dit ça valait la peine de prendre 5-0 à Bellinzone. Voilà, beaucoup de commentaires effectivement aussi liés aux aspects extrasportifs. Mais messieurs, un gros sentiment de frustration quand même à l'issue de ce match. Déjà, dans un premier temps, parce qu'il y avait quand même mieux à faire sur ce match contre Yverdon Sport. Et puis, quand même, une déception aussi, parce que une équipe xamaxienne qui a répondu présente. On pouvait avoir peur, on pouvait craindre qu'elle soit en manque de rythme, qu'elle soit totalement démunie dans un championnat qui n'a déjà plus beaucoup d'intérêt. Mais les xamaxiens sont partis au combat, mais ça n'a pas suffi. Donc quand même, beaucoup de frustration à la fin des 90 minutes, messieurs. Oui, parce on n'était pas si loin finalement. Comme le dénouement du match de championnat, de début février, comme d'autres confrontations contre Yverdon cette saison. On est quand même, sur la fin du match, on n'est pas loin d'emmener l'équipe aux prolongations. Notre adversaire en prolongation, on le débriefera, et on développera ça dans les minutes qui suivent. Mais oui, on n'était pas si loin que ça finalement, de cette demi-finale tant espérée. Donc, on peut pas dire qu'on n'y a pas cru à un moment donné du match, ça c'est clair et net. Ouais.
Effectivement, hein, Varane a un début de match qui, voilà, ressemblait quand même beaucoup à celui, de la reprise, hein, il y a 9 jours auparavant, avec un Yverdon Sport gêné par le pressing haut et agressif d'Aix-Amaxien. Avec une différence cette fois-ci par rapport à il y a 9 jours quand même. Ouais, bah, c'est vrai qu'on a fait le début de match, je pense, qu'il fallait faire. On le sait très bien que les équipes de Adrian Urcea, ben, privilégient, la possession. Donc il y a pas 36 solutions pour, d'empêcher, bah, ce jeu, de construction et de possession. On a fait un excellent pressing, on les a gênés, on a mis beaucoup de rythme aussi dans notre pressing. On a joué haut, on a joué avec un bloc, compact et puis, bah, on a fait un excellent début de match, couronné avec ce but qui tombe, rapidement. Donc, non, non, on a fait le début de match, je pense que, presque parfait, je Ouais, dirais. c'est ça, hein, la différence, que je mentionnais Varam par rapport au match de la 19e journée, c'est que Xamax a capitalisé son bon début de match et sur cette action, Osvaldo, on a vu encore une fois, s'il fallait le démontrer, tout le sens du but et le flair de Shelkim Demassai. Oui, en fait, c'est un centre de Jonathan Fontana à l'origine. C'est renvoyé dans un premier temps, une tentative de Seitz, plus ou moins aux 20 mètres, qui est repoussée par le gardien Yverdenois et puis à bout portant, Demarsay qui surgit dans les 6 mètres, pour envoyer ce ballon, dans le but d'une frappe, d'une reprise puissante et on était vraiment, sur les bons rails puisqu'on ouvre le score dès la 13e minute Mhm. et c'était la meilleure entame de match possible, surtout en étant un petit peu dans la peau de l'outsider. Oui, sur cette action, moi j'ai beaucoup aimé en fait le fait que Demassai, très intelligemment en fait, il est le seul joueur, xamaxien et yverdonois de la zone à ne pas s'occuper du ballon. Donc il y a, c'est Tijani, hein, qui renvoie, de la tête ce ballon dans les pieds de Saiz et puis il y a 4 Yverdenois qui sont vraiment à proximité, du ballon. Il y a le latéral gauche, il y a Tijani et puis sauf erreur, il doit y avoir Souti et puis, comment, Chapuis, je crois, le numéro 6, c'est Karik Chapuis, hein. Et ils sont tous, en fait, bah, logiquement aussi, hein, inspirés par le ballon, puisque Saïd, il est à l'orée des 16 mètres, il est en position très, très, très dangereuse. Et puis, Demassai, lui, il va pas essayer de récupérer le ballon directement. Il s'éloigne un peu des défenseurs. Il voit qu'ils sont tous aspirés par le ballon. Et lui, il suit l'action et bien lui en prend parce que c'est un arrêt très difficile pour Hensler. La balle, à mon avis, était imbloquable comme ça directement. Mais du coup, il la renvoie devant lui. Et puis, Demassai ne manque pas pareille occasion. Il nous a prouvé à plein d'occasions maintenant qu'en en renard des surfaces, quand il a plus qu'à la pousser au fond comme ça finit toujours, toujours au fond. On aurait pu croire qu'il était hors jeu sur le direct, mais non, il y a le numéro 25 qui coupe, donc c'est extrêmement bien, c'est bien pensé et c'est bien exécuté de Demassai. Il lance son appel vraiment au très très bon moment. Donc voilà, alors à ce moment-là du match, Xamax n'exerçait pas non plus une pression de dingue. On n'a pas eu 50 occasions hein, avant d'ouvrir le score, mais c'est quand même assez logiquement que voilà, qu'on ouvre le score. Et puis, malheureusement, on n'arrivera pas à garder cet avantage très 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 longtemps. On le gardera 13 minutes, mais messieurs, c'est impossible de ne pas mentionner la grosse faute d'arbitrage de monsieur Piccolo et surtout de son assistant là, qui était posté sur le côté offensif d'Yverdenois. Alors, on va rien enlever au mérite d'Elias Pache et à ses capacités de finisseur aussi, hein, sur le coup, il met un beau but, mais le contrôle de la main, il est évident, Osvaldo. Il est complètement évident. C'est vrai que, il est déjà vachement facile à voir, je pense, en direct et puis c'est vrai que le ralenti est d'autant plus,
est d'autant plus, cruel pour les arbitres, hein, parce que pour le coup, le geste, même là, en revoyant en direct l'image, l'image en direct télévisée, le bras gauche, il est clairement tendu vers l'avant, il est bien détaché du corps et c'est assez incompréhensible, que l'arbitre ne le voit pas, quoi. Surtout qu'il est sur la droite il est sur la droite d'Elias Page, donc il y a aucun Neuchâtelois qui lui bouche la vue, hein, sur ce Mmh. coup. Faut dire aussi faut Très aussi clairement. faut Ouais. aussi, voilà, voir la position de l'arbitre assistant sur ce coup-là. Alors maintenant, on va stopper tout de suite toute polémique par rapport au débrief de ce match. C'est pas à cause de cette erreur d'arbitrage Quiverdon s'est qualifié, mardi soir. Mais clairement, c'est un but qui change la face du match. À ce moment-là, je pense que, bon, d'une manière ou d'une autre, Yverdon va trouver quand même le moyen d'égaliser et de se qualifier certainement. Mais à ce moment-là, c'est un but qui est entaché d'une faute claire d'arbitrage qui voilà, qui n'est Alors, pas qui n'est pas qui n'est pas checké. ouais, les Xamaxiens ont eu le mérite de pas complètement sortir du match, à ce moment-là. Après, ça va relancer aussi le débat, sur l'utilisation de la VAR, lors de la coupe de Suisse. Enfin, je sais pas, messieurs, quelle est votre position par rapport à ça? Alors, le jour où on aura des clubs de Promotion League, comme Bienne l'année passée, qui se qualifieront régulièrement pour les quarts, voire pour la demi-finale, ben, on se posera des questions. Mais si on regarde les stats de la Coupe de Suisse sur ces dernières années, elles se sont quasiment tout le temps disputées dans des lieux où l'installation de la VAR était possible. Alors, en Super League, voilà, les clubs, toute la saison, ils ont la VAR, donc les installations, elles sont conservées, hein, finalement, d'une fois à l'autre. À la Maladière, il aurait fallu venir avec la VAR, mais ça pose quand même une question d'équité, parce que ce but, il aurait eu, enfin, cette action, elle aurait eu lieu lors du Grasshopper Sion qui s'est disputé avec 45 minutes de décalage sur le Xamax Yverdon. Ce but n'était pas validé. On peut être sûr à 100% que la même action n'aurait pas donné le même résultat parce que il y avait la VAR d'un côté et pas la VAR de l'autre. Alors peut-être même que le juge de touche, enfin l'arbitre assistant le long de la ligne, il aurait vu en direct du côté de Zurich, alors que celui de Neuchâtel, enfin c'est comme tu l'as dit Osvaldo, déjà c'est difficile de ne pas le voir, VAR ou pas VAR, même il y a 20 ans en arrière, celui-là, on aurait crié au scandale la même chose sans la VAR. Donc voilà, Varam, je sais pas un peu quelle est ta position par rapport à toute cette polémique de VAR, pas VAR, enfin, Neuchâtel, alors c'est pas Benjamin Pavarin, mais du coup c'est pas à la VAR. On a fait la Euh, vanne. mais du coup, voilà, Neuchâtel, on a évolué en Super League il y a pas si long que ça en arrière, on avait de la VAR à Neuchâtel, elle aurait pu être là, donc pourquoi elle n'était pas là finalement? Ouais, bah, effectivement, moi j'ai été très surpris par la décision de la SFL parce qu'en fait, j'ai été surpris parce que dans l'enchaînement du match Xamax Yverdon, j'ai regardé donc Gate Session et j'étais très surpris de voir qu'il y avait le VAR. Donc personnellement, moi j'aurais opté soit tout le monde à la VAR, soit personne à la VAR, mais c'est vrai que c'est quand même particulier qu'il y ait des clubs qui ont la VAR et d'autres qui ne l'ont pas. Et franchement, on peut se poser la question sur l'équité sportive aussi. On se l'est posé la semaine passée pour d'autres questions. Mais je pense que là, on pourrait aussi se poser la question parce qu'à mon avis, c'est soit on la met pour tout le monde, soit au fait, on l'enlève. Mais je trouve que les équipes de Super League l'aient, mais les autres l'aient pas. Ouais, moi, ça me pose quand même un petit souci quand même. Mais complètement, hein. Je veux dire, c'est juste pas possible d'imaginer. Mais déjà, il y a 2 saisons en arrière, hein, lors d'un Sion-Lugano, je crois, Christian Constantin avait aussi questionné ce principe d'équité. Et enfin, voilà, je suis pas toujours d'accord avec Christian Constantin, mais alors là, en l'occurrence, on pouvait que lui donner raison, je veux dire. Bah, Sion le truc, c'est qu'il faut rappeler que Sion, à l'époque, était en Challenge League et puis que, du coup, bah, la VAR avait été désinstallée alors qu'une saison avant, ils étaient en Super League et ils avaient droit à la VAR. Moi, honnêtement, alors que
que la VAR ne soit pas présente à Kreuzlingen, à Schotz ou, ou à la Blancherie, contre Diaspora au premier tour, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Maintenant, une fois que tu arrives à un certain stade de la compétition ou bien une fois que tu arrives et que les matchs se déroulent dans certains stades qui sont normalement homologués pour la première division ou que tu arrives à un certain stade de la compétition, je pense que tu devrais pouvoir l'instaurer à tous. Parce que si on prend les stades où se sont joués ces différents quarts de finale, on a la Maladière, on a la Pontaise, on a le Letzigrund et on a le Kiwoom Park. Oui, mais même si les matchs avaient eu lieu dans l'ordre inverse, à Yverdon, ils ont installé au Lavar au municipal la saison dernière, à Lucerne, pareil, à Bâle, pareil, et puis c'était qui encore à Tourbillon, pareil. Donc Ouais, mais ça c'est voilà, et puis la SFL, pour le coup, enfin, les huitièmes de finale ont eu lieu en décembre, mmh les quarts de finale ont lieu en février. Faites le calcul, messieurs, ça fait 2 mois où la SFL a pu se poser ces questions d'équité. Voilà, comme tu l'as cité avant, les 4 stades sont ça. Quelle décision on prend? Et puis il y a pas de communication finalement par rapport à ça. On nous dit pas, ouais bah oui, à Neuchâtel, il y a pas la VAR parce que Neuchâtel est actuellement en Challenge League et du coup, il faudrait installer tous les caméras et puis ça coûte trop cher. OK, pas de souci, la SFL veut pas investir là-dedans, on veut pas mettre la VAR. Moi, j'ai aucun souci avec ça. On vit avec la VAR toute l'année, sans la VAR, pardon, toute l'année du côté de la Challenge League. J'ai aucun souci avec ça. Mais du coup, on désactive la VAR du côté de Saint-Gall et du côté de Getse. Et on fait la même mh. chose sur les 4 terrains. C'est juste pas possible de dire parce que on est sur des terrains d'équipe de Super League version 2025-2026, la VAR est autorisée. Et puis de l'autre côté, on la met pas en place parce que ça engendre des coûts supplémentaires qu'on veut pas assumer. Ou alors ces coûts, peut-être, qui retombent sur le club qui reçoit. Et puis on peut très bien s'imaginer qu'est-ce que Jean-François Collet a répondu à la SFL quand on lui aurait demandé oui, il faut payer tant pour installer la VAR. Voilà, on n'a pas. Ça serait intéressant d'avoir la version de la SFL. On pourrait essayer de contacter quelqu'un, un officiel de la SFL, pour répondre à cette question. Ça serait très intéressant de voir ça, ou bien peut-être des journalistes à gauche à droite avec les relations qu'on a maintenant qui pourraient répondre à cette question-là. Mais pour moi, c'est simplement une question d'installer les infrastructures. Sur les 4 stades, il y en a 2 où elles étaient déjà installées et puis 2 où il fallait les installer. Et c'est quand même pas mal de job hein, pour installer toutes les caméras pour la VAR. C'est encore plus que les caméras télé, je pense. Bon, après, messieurs, on va pas épiloguer là-dessus pendant trop longtemps non plus. C'est pas forcément que sur cette action qu'on a perdu le match. Donc, du coup, Barham, bah, jusqu'à la mi-temps, à part un coup franc de Ben Seguir, juste un peu trop au-dessus de la barre transversale, pas grand-chose à se mettre sous la dent jusqu'à la mi-temps. Non, bah, effectivement, c'était un match avec un fort enjeu et puis les deux équipes n'ont pas pris beaucoup de risques. Voilà, bah, on sentait l'enjeu. Hein, il y avait quand même une demi-finale au bout. Ça aurait été historique pour nous, surtout que ça fait longtemps. C'est aussi c'était une belle occasion pour eux aussi, pour Yverdon. Donc voilà, bah, c'était un match finalement où on sentait que les équipes avaient pas trop envie de prendre de risques et du coup, bah, voilà, on allait à la mi-temps sur une première mi-temps quand même assez fermée quand même. Hein. Ouais, effectivement. Et puis, début de deuxième mi-temps, alors Osvaldo, on pouvait craindre que Yverdon tente voilà, de mettre le pied sur le ballon et puis de nous étouffer petit à petit. Et puis, ça n'a pas forcément été le cas. Hein, Xamax voilà, a quand même eu passablement le ballon, a eu des possibilités hein, au début de deuxième mi-temps. Oui, oui, ben, c'est-à-dire que c'est la pression, elle a quand même été mise, puis finalement le coup de grâce, d'Yverdon est venu dans un moment où on est mieux que dans le match, de nouveau. Un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que
soit on a du mal à répondre dans le jeu et donc il y a une différence dans le jeu qui se fait de manière assez nette. Soit alors, quand on est mieux et qu'on doit faire la différence et qu'on doit faire la différence par des buts inscrits au bon moment pour faire mal, on les met pas et finalement c'est cet esprit tueur Mmh. aussi qui nous a manqué un peu dans les moments clés, dans ces matchs à élimination directe, dans ces matchs de coupe où, voilà quoi, tu dois être clutch le jour J pour passer. C'est ça. Et puis pour être clutch, comme tu dis, pour reprendre ton terme, Osvaldo, il faut aussi des joueurs clutch. Et c'est peut-être ce qui a fait la différence entre Xamax et Yverdon. C'était Osvaldo, c'était Varane, pardon, c'était le banc, hein. Et dès le moment où Adrian Urcea a fait rentrer des cartouches, eh bien, ça a été décisif pour les Yverdonois. Oui, ben, effectivement, Yverdon, c'est quand même une équipe qui a des hautes ambitions. Et puis, bah, effectivement, sur le banc, ils avaient certaines cartouches que nous, on n'avait pas, clairement. Tazar, bah, on sait que c'est un joueur qui est dangereux et contre nous, bah, il a souvent ce vice de marquer. Je ne sais pas combien de buts il nous a mis, mais je pense que ça doit être un des joueurs qui nous a marqué le plus de buts. Magnifique but, bel enchaînement, mais il faut quand même préciser que sur le but, il n'y a aucun marquage préventif, ce qui veut dire qu'il n'y a personne qui au fait anticipe. Il y a personne, enfin voilà, qui se met en opposition sur Varol Tazar. Et puis là, bah, il a tout le temps de vraiment de faire un contrôle, il pivote. Très beau but, mais là, mais je pense que celle-ci, elle est pour Johan Epito, qui fait pas de marquage préventif. Et puis à noter que Johan a passé quand même une sale soirée puisque sur le premier but de Pache, c'est lui qui coupe aussi le hors-jeu sur la longue balle en verticale, en profondeur. Donc voilà, donc ça s'est joué sur une petite erreur, sur un ou deux faits de jeu. Voilà, c'était un match serré. Et puis ben, d'après à la fin, ben voilà, on a fait le siège, on a fait Morgarten à l'envers. Ça veut dire qu'on voilà, on a fait le siège devant les buts de Benzler, mais malheureusement, ça n'a pas passé. Oui, effectivement, tu le disais en préambule, hein, Osvaldo Xamax qui aurait mérité mieux, qui aurait mérité d'emmener Yverdon en prolongation. On a eu des actions en fin de match, mais la défense yverdonoise et en particulier Simon Hensler, remarquable dans ce money time, on dit non, tout simplement. Ouais, moi je pense que Hensler, il peut clairement, on peut clairement lui dresser une statue sur cette fin de match parce que oui, la défense a tenu bon, mais il y a quand même quelques arrêts d'Hensler qui sont décisifs alors que la défense yverdonoise est mise hors de position. Je pense que on prend, ben, par exemple une action qui tombe à la 70, à la 88e minute avec cette reprise, je crois, de Démé, où, enfin, d'abord en but, enfin, il y a Koné qui n'arrive pas à reprendre le ballon au centre et puis ensuite Démé qui fusille, au-dessus alors qu'il est seul dans l'axe. Finalement là, la défense de Yverdon est vraiment mise hors de position et puis on n'en profite pas. Oui, Donc il y a surtout une magnifique action de Demassai, hein, à bout portant, ouais, qui, euh, qui du coup, Hensler reprend presque involontairement, mais il fait action avec son corps, enfin il fait bloc avec son corps, et il fallait aller la chercher celle-là, hein, aussi. tout à fait, tout à fait. Il fait un super travail, mais c'est vrai que Hensler a fait quelques arrêts décisifs et puis a sauvé son équipe quand malheureusement, Ouais. Meragic était peut-être un peu court sur certains ballons, notamment sur le deuxième but, même si c'est pas pour jeter la pierre à Meragic, c'est juste que Hensler a été en mesure de faire quelques arrêts décisifs en plus Ouais. qui ont sauvé Yverdon sur cette fin de match et qui ont fait la Ouais, et puis différence. la tête de Koné au bout du temps additionnel, alors que Meragic était aux avant-postes, Varane, elle valait le coup d'œil aussi, celle-là, hein. Oui, 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 non, non, Bout Benzler, portant ça a sur la été. ligne, il arrête un but là, clairement. Ah, bah clairement, bah ça avait vraiment le poids d'un but.
Et puis c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est là qu'on voit la qualité de leur d'effectif, c'est le gardien remplaçant. Donc voilà, oui, ils ont la chance d'avoir un numéro 2 qui est presque un numéro 1,5. Hein, parce que je pense que Simon Hensler serait titulaire n'importe où Très clairement. dans cette ligue. Voilà, bah, il sauve vraiment avec un réflexe, avec un magnifique coup de rein. Et puis voilà, puis c'est quasiment la dernière action, puisque la dernière action sera sur le corner suivant, Avec avec une frappe de magnifique Bayard. enchaînement, exactement, magnifique enchaînement de notre ami Bayard. Mais voilà, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Et puis ben, Yverdon a été plus réaliste. Ils ont réussi à marquer dans les bons moments, chose qu'on n'a pas réussi à faire. Et puis ben voilà, ma foi, ils ont été beaucoup plus réalistes. Ils ont beaucoup mieux su gérer les temps forts et les temps faibles. Et puis ben voilà, ben ça fait la Mhm. différence. Ils ont eu aussi d'un fait de jeu. Donc voilà, quoi, on va dire que le sort avait choisi son camp. C'est ça. Alors au-delà des faits de jeu qu'on veut pas forcément retenir plus que ça, mais tu disais, Varam, effectivement du réalisme et puis aussi un banc hein, qui a fait la différence. Nous, on n'avait pas en termes de qualité et d'expérience des Varol Tazar et des Antonio Marquezano pour ne citer que sur le banc. Ces hommes sont rentrés, ils ont fait la différence. Et puis derrière, ben voilà, Hensler qui lui aussi fait la différence à sa manière. Il a gardé son équipe, mais si on, voilà, on peut quand même penser que si Xamax était parvenu à arracher les prolongations, ça aurait donné un surplus d'énergie qui les aurait presque mis en position de favori pour se qualifier avant la séance des tirs au but. Voilà, l'histoire va retenir que Hensler a fait les arrêts décisifs. Alors, petite parenthèse sur Hensler, moi, quand il a signé à Yverdon, j'étais persuadé qu'il allait reléguer Kevin Martin sur le banc. Alors, il n'en a rien été. Martin conserve la place de titulaire en championnat. Mais voilà, Hensler, il a été titulaire pendant des années du côté d'Aro. Et puis ensuite, il a été titulaire aussi du côté de Chafouz et du côté de Bellinzone. Donc, c'est pas un inconnu du tout. Et on a déjà pu apprécier ses talents pendant de moult saisons maintenant, puisqu'on évolue avec lui dans cette Challenge League. Voilà, moi j'ai quand même envie de retenir de ce match le bon état d'esprit de l'équipe hein, et l'engagement. Voilà, on avait un petit peu peur hein, avec ce match sauté, on va dire, hein, avec ce déplacement à Bellinzone, que l'équipe soit pas vraiment dans le rythme. Il n'en a rien été. Ils ont donné de l'intensité. Il y a eu de la combativité de la part de tous les joueurs qui ont évolué ce soir-là. Mais malheureusement pour nous, ça n'a pas suffi, Osvaldo. La magie de la coupe, tu y croyais, mais elle n'a pas opéré. Yverdon, sur le papier, était plus fort et ils nous ont encore prouvé pourquoi ils étaient plus forts que nous actuellement lors de ce match. Alors non, ça c'est clair que sur l'ensemble du match, ils ont, comme l'a dit Varane tout à l'heure, ils ont mérité de passer parce qu'ils ont été plus réalistes que nous. Maintenant, je dois avouer que voilà quoi, cette deuxième mi-temps, moi, elle me laisse quand même un gros goût amer dans la bouche parce que finalement, tu as les occasions avant le 2-1 pour passer devant. Et puis sur la fin de match, enfin, on l'a dit, hein, je veux dire, c'est quand même trois situations entre Démé, la première occasion sur corner de Koné et la deuxième de Bayard, où je veux dire, il en fallait une de ces trois pour aller en prolongation. Et c'est quand même trois occasions où ça passe vraiment, vraiment, vraiment pas loin. Et c'est pour ça que moi, personnellement, en tout cas, la différence d'effectif et la différence de la qualité de l'effectif, je l'ai vu, oui, sur le réalisme. Mais sur le match, j'ai pas vu une équipe d'Yverdon qui nous a mangé dans le jeu, quoi. Mmh. Et voilà, on peut, heu, on peut se dire, j'ai parlé avec des confrères, j'ai parlé avec des collègues qui me disent: «Ouais, mais bon», qui étaient au stade, mardi soir, qui me disaient: «Ouais, mais c'est quand même vachement insuffisant, pour un match à la maison, ça aurait pu donner mieux». Ouais, bah, il y a aussi la Ouais. réalité actuelle qui est la nôtre, quoi.
C'est que C'est 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 tout le paradoxe de cette victoire, Varane, c'est quand Yverdon n'a pas fait du URCA qu'ils ont été le plus dangereux et décisifs pour nous. C'est-à-dire que quand nous ont laissé le ballon et qu'ils ont placé des contres, c'est là qu'ils ont été extrêmement dangereux et décisifs. Ou exactement. Bah, d'ailleurs, bah, c'était un peu le constat qu'on avait fait aussi il y a une dizaine de jours en championnat. C'est peut-être que Urcea arrive aussi à se rendre compte qu'avec son credo, bah, finalement, parce qu'en championnat, ils sont quand même bien décrochés. Et puis, je me demande si il va pas mettre un peu d'eau dans son vin, puis un petit peu plus adapté aussi par rapport aux caractéristiques de son équipe. Parce que, par exemple, un Mauro Rodriguez, c'est plus un joueur, je pense, de transition. Je pense qu'Elias Pache aussi, c'est plus un joueur de transition. Et que finalement, bah, des fois, vous avez un credo, vous avez une philosophie de jeu, puis des fois, bah, avec les caractéristiques des joueurs dans ton effectif, bah, des fois, tu es un peu obligé d'adapter pour les mettre en valeur. Oui, Et on est j'ai bien placé à l'impression, Neuchâtel pour ça, hein. oui, voilà. Donc, moi, je pense que il va un peu partir, je pense, dans cette philosophie-là, c'est-à-dire peut-être moins de possession, bloc peut-être à peine un peu moins haut, mais peut-être privilégier aussi les transitions. Surtout que la Challenge League est un championnat beaucoup plus physique et de transition. Voilà. Et puis c'est vrai aussi que d'habitude, Urcea, c'est plus un entraîneur de 4-4-3. Et là, par exemple, ce week-end, il me semble qu'il joue plus en 4-2-3-1 avec Doumbia qui est un peu plus avancé, qui fait un peu le travail que Saïs fait chez nous. Et je me demande s'il va pas revoir un petit peu sa copie tactique pour justement Ouais. changer un peu son credo parce que jusqu'à présent, on va dire que les résultats ne sont pas satisfaisants du côté du stade municipal. Alors, je t'avoue, Varam, je serais le premier surpris parce que Adrian Urcea n'a pas la réputation pour être un entraîneur qui quitte facilement ses principes. Et Dieu sait qu'ils sont posés, hein, ces principes. On le connaît, le style de jeu avec ses différentes équipes. Alors, personnellement, je serais très surpris. On va voir hein, sur les prochains matchs si Yverdon effectivement tente autre chose. L'année passée, avec Carouge, il n'avait pas tenté autre chose. Ils sont restés sur ce précepte-là. Ça les a pas empêchés de prendre des buts de gag. Ça leur a pas empêché parfois de prendre des défaites parce qu'ils se sont fait rapidement contrer. On verra. On verra d'ici la fin de la saison. Alors, Yverdon est largué, mais le championnat n'est pas non plus terminé pour eux, hein. Ils ont encore suffisamment de temps et de points en jeu. Il y a encore suffisamment de temps et de points en jeu pour rattraper les équipes de tête. Surtout qu'elles font un petit peu du surplace, les équipes de tête aussi. Là, du coup, donc voilà. À voir pour la suite. Et puis, ben voilà, bonne chance à nos amis du bout du lac qui vont affronter, si je ne me trompe pas, le FC Saint-Gall, hein. Du exactement. coup, Oui, c'est Yverdon ça. Sport, FC Saint-Gall et Stade Lausanne-Ouchy qui recevra du coup les Grasshopper Club Zurich. Ça sera les affiches de ces deux demi-finales, malheureusement, sans Neuchâtel Xamax. Voilà. Messieurs, est-ce que vous aviez encore des choses à rajouter sur ce quart de finale de coupe? Alors, si c'est pas le cas, on va J'avais passer. juste encore une chose à Oui, dire, mais elle est très, vas-y. très brève, hein. Elle est très, très brève. C'est que finalement, pour avoir été encore, en temps encore à la Pontaise le lendemain pour, Stade Lausanne-Lucerne, il y a un risque, même si, le terme peut être mal interprété, il y a un risque que la finale, cette année, se déroule entre 2 formations de Challenge League, puisque les deux équipes de Challenge League sont opposées à 2 équipes de Super League en demi-finale. Et c'est vrai que, voilà, c'est un petit peu, je pense qu'on est les premiers conscients à Xamax des problèmes qui sont les nôtres. Mais je pense que dans l'approche et le respect pour cette compétition historique qu'est la Coupe de Suisse, moi, pour avoir vu plusieurs matchs au stade cette année et pas seulement ceux de Xamax, je me pose quand même la question de l'importance que portent ces clubs de Super League comme Zurich qui s'est fait sortir par Nyon. Quand je vois la prestation de Lucerne contre Stade Lausanne,
parce qu'il faut pas oublier quand même que le vainqueur de cette coupe de Suisse est un représentant en coupe d'Europe pour nous. Et moi, c'est pas pour, faire injure, hein, ni à Stade Lausanne, ni à Yverdon, mais voilà, on a quand même un indice UEFA qui a beaucoup chuté ces dernières saisons et je pense que c'est pas forcément le meilleur des signaux possibles de voir ce genre de carré Mmh. final et puis de voir, si la finale est Saint-Gall-Getafe, finalement, ce sera 2 clubs de Super League. Mais je trouve que l'approche de pas mal de clubs de Super League de cette coupe de Suisse cette saison est pas un bon signal pour le niveau général de notre football. Alors effectivement, moi, c'est plutôt ça que je retiens, hein. C'est vraiment, le faible niveau des équipes de Super League, plus que leur motivation. On a un championnat qui, en Super League, est totalement surprenant avec, une équipe de tête, un leader qui est un leader surprise Mmh. et puis derrière, des résultats totalement surprenants. Donc, du coup, eh bien, c'est plus pour ça que moi je m'inquiète. C'est pour le niveau de de la Super League, vraiment. Heu, voilà, Yverdon et Stade Lausanne-Ouchy sont des bonnes équipes de Challenge League. Il y a rien à redire à ce niveau-là. Elles ont montré, enfin voilà, elles sont respectivement 3e et 4e de la ligue avec, des bons effectifs et des bonnes prestations. Mais c'est plus le niveau de la Super League parce que alors Saint-Gall est une bonne équipe de Super League, ils sont dans le trio de tête, hein, si je me trompe pas, ils sont même 2e Ils ou sont 3e. 3e, ouais. Voilà, grâce au père, ben, on connaît leurs difficultés actuellement avec un niveau de jeu pas toujours très séduisant. Mais c'est tous les autres qui ont chuté avant. C'est Young Boys, c'est Bâle, c'est Lugano, bah, c'est le leader aussi Thun. Enfin, c'est toutes ces équipes qui n'ont pas passé le stade des quarts de finale avec des prestations pas très convaincantes, et puis des prestations qui sont pas très convaincantes dans le championnat, et puis qui sont encore moins convaincantes pour les représentants en Europe. Donc on va pas lancer un débat là autour, mais voilà, moi je trouve qu'une finale Yverdon, Stade Lausanne-Ouchy, elle donnerait un superbe message à la ligue entière de dire: «Mais les gars, votre championnat, c'est devenu un championnat de seconde zone». Ouais. Ah mais Mmh. C'est moi moi vraiment pour avoir c'est été vraiment ça, ouais, quoi. pour Ouais, avoir pour mais avoir pour été au vous stade à la Pontaise pour juste ouais, pour avoir été au stade à la Pontaise à 2-0 pour le Slow, j'ai vu des joueurs de Lucerne qui trottinaient sur le terrain et à qui ça ne posait aucun problème de se faire tourner en taureau donc, hein. Et on parle d'une Ouais, ouais. équipe qui avait quand même relativement bien démarré son championnat, au premier tour. Après, elle a vécu une chute libre, tout au Alors, long de la saison, moi, donc j'ai pas été surpris du tout par l'élimination de Lucerne. Ils sont juste sur une série horrible. Et le ouais, Stade c'est Lausanne-Ouchy, c'était la série inverse. Donc, il y avait, pour moi, c'était probable, plus que probable que le Stade Lausanne-Ouchy se qualifie au vu du dynamique. Mm. Oui, puis il y a aussi, je pense, un facteur important, sur cette, thématique-là, c'est que pour jauger, l'état de santé d'un championnat, il faut surtout, regarder les gros. Et quand on voit Bâle et puis, Young Boys, ben, voilà, en fait, on a vite les réponses puisqu'à Bâle, le trading est devenu beaucoup plus important que le sportif. Finalement, le sportif, passe en second plan parce qu'on a compris que Degen et ses petits, amis agents, ben, voilà, c'est plus, le business, qui, les intéresse. Et puis, bah, Young Boys, ben, le projet de Young Boys, ça fait quand même 2 ans maintenant que le projet a pris un peu du plomb, dans l'aile parce que je crois qu'ils sont plus concentrés, sur développer et puis, construire, on va dire ce campus avec ces stades, d'entraînement pour leurs jeunes. Alors c'est très, très bien, hein, mais on a clairement vu que depuis, 2-3 ans, ils font des mercatos qui sont indignes, à mon avis, d'un club, avec, ces ambitions-là et puis surtout avec le standing normalement que Young Boys devrait avoir. Donc c'est vrai que voilà, si on prend les 2 gros, on fait une analyse et ben, on n'est pas tellement surpris que ce championnat, on va dire, est quand même devenu un championnat de seconde zone Mhm. et on va dire où le niveau global a
quand même été revu passablement à la baisse, quoi. Ouais, très clairement. Voilà, on va s'arrêter là pour ce match et puis on va passer à la suite. Voilà, la suite, c'était tout simplement la 21e journée de Challenge League avec la réception du Stade de Zanouchi, une équipe qui avait connu, on vient de le voir, beaucoup plus de succès que nous lors de ce quart de finale de la Coupe. Alors, on n'était pas très positif hein, dans le briefing de ces deux matchs, que ce soit celui de la Coupe et celui du championnat avec la réception du stade Lausanne-Ouchy. Et puis, ben, bien mal nous en a pris, puisque Neuchâtel Xamax s'est imposé sur le score de 3-0, une victoire qui a engendré bien moins de réactions de la part de nos auditeurs. On a juste Grégoire M qui nous dit une victoire pour éviter la relégation. Bravo. Mais sinon, pas d'autres réactions. Alors, il n'y a pas eu de réaction de la part de nos auditeurs, mais il n'y a pas eu beaucoup de réactions non plus de la part des spectateurs dans le stade. Et pour cause, Osvaldo, une maladière très, 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 très peu garnie en ce dimanche de février. Oui, alors moi j'avais déjà cette impression-là en arrivant au stade, hier, puisque je faisais partie des rares courageux à avoir pris le chemin du stade hier après-midi. Et c'est vrai qu'en revoyant les images, sur le résumé vidéo comme je le fais à chaque fois pour l'émission, et ben, j'en avais la confirmation, quoi. C'est que même dans les périodes de pire, contestation de l'histoire du club depuis que la Maladière existe, ben, j'ai rarement vu une Maladière aussi vide. Et c'est vrai que c'est quand même moi ça m'interpelle parce que souvent on a mis en exergue le fait que, le vendredi soir dans le froid, les une bonne moitié de l'année en tout cas, avec les résultats peu enthousiasmants, c'était très compliqué. C'était le moment le plus compliqué de la semaine pour attirer du monde. Même si on en a déjà discuté, sans doute que dimanche n'est pas le meilleur moment pour attirer du monde, mais c'est déjà mieux que vendredi soir. Puis quand on voit les affluences respectives des matchs contre Bellinzone, contre Yverdon et contre le Stade de Zanouchi, qui sont 3 matchs qui ont eu lieu le dimanche à 14h, on a la réponse à quel point il y a un désamour et il y a clairement un Mhm. détachement, hein, de plus en plus prononcé entre le public neuchâtelois et son équipe. Et c'est Mais pas que nous, totalement. ici à Voilà. votre micro, qui le disons. Ouais, ouais, clairement, hein, la température hier était tout à fait correcte hein, pour un début du mois de février. Il n'y avait pas de neige, il n'y avait pas de pluie. C'était un bon temps pour les footballeurs pour exercer leur métier. Il n'y avait pas d'excuse de la météo, du froid. C'est pas encore les vacances de ski. Enfin, il y avait pas d'excuse. Varam, on peut pas expliquer cette affluence aussi faible. Alors, il y a 1900, je crois, 74 spectateurs qui ont été annoncés, mais à mon avis, il y avait plus entre 1000 et 1200 spectateurs. On peut pas expliquer ça autrement, Varam, que par un message de désamour Heu, voilà, à l'encontre du club avec tout ce qui s'est passé, sur un espace de 10 jours, quoi. Oui, bah, c'est ça. Bah, je pense que les gens, bah, déjà étaient déçus, de cette, élimination. Donc je pense que les gens en avaient gros sur, la patate. Et puis, ben, il y a aussi, le deuxième facteur qui est que, ben, qu'on se retrouve début février et on joue plus rien. Donc finalement, c'est une deuxième partie, de saison qui est un peu, de remplissage. Il y avait, ce magnifique, sucre qui était, la coupe, bon, enlever ça et bien voilà quoi, déception, ben, chez les gens et puis, ben, il y a aussi, ce qu'il faut dire, c'est, le passif quand même de cette, gestion où, c'est quand même, très, très, très souvent qu'en deuxième partie de saison, on joue rien hormis 2 fois, la lutte contre, la relégation et je pense que les gens commencent au fait, en avoir marre et quand, je discute autour de moi, bah, il y a pourtant des gens, des fidèles qui sont là depuis, 10-15-20 ans, 25-30 ans et qui commencent aussi, à en avoir marre. Donc je pense que les gens commencent sérieusement, à saturer. Mmh. Très clairement. Voilà, alors on va se pencher maintenant un peu plus sur le sportif et puis le déroulement du match.
Ben voilà, une composition surprenante, hein. On ne s'y attendait pas forcément à celle-ci, Varane, mais Anthony Breza a innové. Alors, le pari n'a pas été gagnant tout de suite, hein. Ça a mis du temps avant de se mettre en place, mais à Xamcast, et je pense les gens qui ont vu le match ont le même constat, on a beaucoup aimé ce système de jeu trouvé et mis en place par Anthony Breza sur ce match, Varane. Oui, alors, tout à fait, donc il a abandonné le 4-2-3-1 ou le 4-4-1-1, pour un milieu au fait, en losange, mais c'était un peu un hybride. Il avait déjà, proposé ça, 1 ou 2 fois. Donc là, c'était au fait un 4-4-2 à plat avec Saïs à gauche, avec, les 2 centraux qui étaient Caraco et puis Abedini et puis Bayard à droite. Et puis la petite spécialité, c'est que c'était un 4-4-2 à plat, donc en phase de non-possession, qui devenait au fait un 4-3-1-2 en phase offensive, avec Caraco, donc, qui était la pointe haute du losange, avec Abedini en pointe basse, et puis justement avec Saïs, et puis avec Bayard à droite. Et puis ça a été hyper intéressant, puisque le slow est en fait une équipe qui privilégie beaucoup les ailes avec leurs 2 ailiers qui sont hyper dangereux. Et nous, en fait, on a densifié au fait au milieu pour justement les mettre en difficulté dans, dans les phases centrales du jeu. Et bah voilà, c'est ce qu'on a très 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 bien fait. Et puis ben, grosse prestation surtout de la part de Caraco, donc qui a vraiment enchaîné les kilomètres, et un gros travail également aussi de Saïs et de Bayard qui ont vraiment couru énormément. Alors moi j'ai beaucoup aimé, mais par contre, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que c'est un système de jeu qui demande énormément, surtout aux 3 milieux, donc aux 2 milieux qui jouent plutôt sur les côtés, et puis à Caraco qui a vraiment fait enchaîner. Donc voilà, donc c'est un système de jeu qui a fonctionné, c'est un système de jeu qui est séduisant, qui est intéressant, mais qui est très énergivore. Et du coup, je ne suis pas sûr qu'on puisse reproposer ça sur toute la deuxième partie de la saison. Enfin, je dirais, la raison aussi en plus, c'est que, à part Sacramento et puis Basemi, il nous manque des backups au fait au milieu si on veut continuer dans cette filière-là avec ce schéma de jeu-là. Mais très très Mhm. très intéressant. Effectivement, moi, pour compléter ce que tu disais, Varane, j'ai beaucoup apprécié le fait que dans ce système-là, euh, il y avait plusieurs choses. La première, si on part depuis le bas, Eris Abedini était beaucoup plus cantonné dans un rôle défensif, hein, de Oui. récupération de balles, mais aussi de soutien des défenseurs centraux dans la phase défensive. Et Mhm. puis, il a été bon dans ce rôle-là. Il a été bon dans ce Oui. rôle-là. Alors, on l'a énormément critiqué le début de la saison. Et puis là, sur ce match, plus dans des tâches voilà, défensives, de bien couper les espaces, parfois entre les milieux et les attaquants adverses, ben, Oui. il a été bon dans ce rôle. Il a dégagé beaucoup de ballons. Il a récupéré quelques ballons. Et il n'avait pas besoin d'être dans la construction puisqu'il y avait d'autres joueurs pour ça. Donc, Ouais, c'est ça. voilà, très efficace. Et puis, Caraco et Saïs bénéficiaient aussi beaucoup de liberté offensive dans ce système, en lien aussi avec leur capacité. Ce sont des joueurs qui sont capables d'avancer en portant le ballon, en dribblant. Ce sont des joueurs qui sont capables de combiner les deux ensemble ou avec les joueurs de couloir très rapidement. Et puis, ils avaient beaucoup de liberté. Et quand un prenait un peu des libertés offensives, l'autre restait un peu plus en retrait. Mais il y avait Mhm. pas, c'était pas figé, je trouve, ces positions Non. offensive. Bayard, il a fait l'essuie-glace comme à son habitude, Mhm. excellent dans ce rôle au milieu de terrain axial. Et puis, Léo Seydoux et Jonathan Fontana ont aussi offert des combinaisons hein, sur le côté. Ils sont montés Oui. à plusieurs reprises. Une montée de Fontana est d'ailleurs à l'origine d'un des buts, on va y revenir. Mhm. Donc voilà, et puis ils ont aussi été très bons en phase défensive face à respectivement Nomel pour Sédou et pour Fontana. Ils avaient été énormément en difficulté lors des 2 matchs contre le Stade Lausanne-Ouchy, mais là ils les ont bien contenus parce que c'était des 1 contre 1
Et puis même quand ils étaient passés, ben, pour marquer des buts au foot, il faut forcément à un moment ou l'autre revenir dans l'axe. Le but, il est dans l'axe, il n'est pas sur le Ouais, côté. bien sûr. Mais on a très très bien contrôlé l'axe, que ce soit les défenseurs centraux ou Eris Abedini. Il y avait de la solidarité, il y avait toujours quelqu'un pour récupérer et puis pour relancer assez rapidement. Donc voilà, dans ce système, on aurait pu être en difficulté si le slow s'était adapté et qu'ils avaient fonctionné avec deux latéraux qui montaient, plus encore deux ailiers, et ça donnait régulièrement des 2 contre 1 pour les latéraux. Là, on aurait pu être en difficulté. Mais on ne l'a pas été. Heureusement, ils ne se sont pas adaptés. Mais en même temps, voilà, on récupérait des ballons des fois assez haut aussi. Ils n'ont pas toujours pu développer leurs attaques. Et puis, ce qu'on a beaucoup aimé finalement dans ce système, c'est, si on remonte encore une ligne, c'est l'attaque. Ça a permis de voir, Osvaldo, que le duo des Maasai Koné, quand il est aligné ensemble, eh bien, il y a des connexions intéressantes. Ah, c'est clair. Bon, déjà, individuellement, ce sont 2 joueurs qui sont très intéressants. Enfin, on a quand même encore, à ce jour, le meilleur buteur de cette saison de Challenge League. Ça paraît fou de dire ça vu le niveau général, on va dire, de l'équipe et notre position au classement. Et puis, c'est vrai que Koro Koné dans un système à 2 attaquants où peut-être qu'il y a justement, il consomme moins d'énergie parce qu'il est moins, contraint de faire le travail tout seul là-devant. Bah, ça peut donner des choses intéressantes quand ils sont dans un bon jour et c'était le cas encore une fois ce dimanche avec le but déjà de l'ouverture du score, hein, parce que c'est Oui, Koné qui donne ce ballon déjà à oui, oui. Demachai sur la Alors avant de gauche. parler d'ouverture du score, Osvaldo, je voulais quand même parler un petit peu de la dynamique de la première demi-heure, parce que finalement le match, il bascule en quelques minutes, mais dans la première demi-heure, Osvaldo, le Stade de Zanouchi a exercé un petit ascendant, c'était pas non plus une grosse domination, mais ils étaient globalement un peu plus forts que nous, un peu plus présents dans les duels, et on a surtout vu un Xamaxien dans la première demi-heure, il a répondu présent aussi dimanche, c'est Edin Omeragic. Et puis, il a fait plusieurs arrêts, dont un à la 31e minute avant l'ouverture du score, qui est pratiquement déjà le tournant du match, en fait, à ce moment-là, puisque derrière, il y a cette fameuse ouverture du score, mais grosse prestation, grosse performance de Omeragic ce dimanche, Osvaldo. Non, clairement, il a fait son taf. Moi personnellement, c'est un gardien, je continue, enfin je le dis de plus en plus au fil des semaines. Je pense qu'on se serait retrouvé dans des situations encore plus dramatiques, enfin au classement, si on l'avait pas eu dans nos buts ces dernières saisons. Parce qu'il est quand même en train de gagner gentiment en importance. Puis il y a notamment cet arrêt, sur cette frappe à bout portant de Kesba, où il va très, très vite au sol. Il est décisif là-dessus. Donc, voilà, il nous permet de rester à 0-0 parce qu'il y a une ouverture du score lausannoise, ou stadiste en l'occurrence, nous aurait mis d'encore plus mauvais draps, après cette élimination en coupe qui a certainement laissé des traces dans l'esprit de l'équipe. Oui, oui, c'est un arrêt décisif. Et puis, c'est le tournant du match parce que moins d'une minute plus tard, eh ben, c'est Da Silva qui va rechercher le ballon au fond du filet. Bah, c'est quasiment sur la contre-attaque, hein, puisqu'il y a le corner qui est joué. Meragic dévie le ballon. Et puis derrière, une contre-attaque qui se développe avec déjà une super. Enfin, Koné qui est, on va dire, à l'origine et à la conclusion de cette contre-attaque, Osvaldo. Ouais, ouais, bah, il récupère le ballon sur la droite et puis il trouve des Demachaï sur le coin gauche, on va dire, des 16 mètres. Koné qui arrive à repiquer dans l'axe et puis qui arrive à reprendre ce ballon en première intention entre le point de pénalty et la ligne des 5 mètres. Magnifique combinaison entre les deux qui nous permet d'ouvrir le score et qui, à ce moment-là, c'est un but qui met un gros coup sur la tête des stadistes parce qu'on l'a dit, ils avaient été meilleurs dans cette première demi-heure. Ouais, ouais, il vient vraiment contre le cours du jeu, 100% de réalisme pour Xamax sur la première frappe cadrée. Voilà, on devient à court de superlatifs pour Demassai. Il marque, mais il fait marquer aussi. La passe décisive, là, Varane, elle est superbe. Oui, oui, bah, c'est clair, on loue souvent ces, talents de renard
Mais voilà, c'est un attaquant qui sait absolument tout faire. Et puis, ce qui était hyper intéressant avec notre ami Koro Koné, et ce qui était pas évident pour la défense stadiste, c'est qu'en fait, c'est deux attaquants qui sont très, très, très mobiles. Et puis, ils laissaient pas beaucoup de points de repère aux autres défenseurs. Et ce qui fait qu'ils alternaient énormément. Une fois, c'était un qui attaquait la profondeur. Après, c'était l'autre qui, en fait, décrochait. Et en fait, ils ont eu beaucoup de peine à lire les mouvements de nos deux attaquants. Et on a été vraiment super d'imprévisible. Et franchement, j'ai rarement vu le slow autant dans le rouge. Mais voilà, je pense que nos deux attaquants ont fait franchement un super match. Des Maasai, oui, évidemment, mais je trouve que Koné, c'est un attaquant qui est sous-estimé et sous-coté parce que je voyais certaines réactions. Ah, mais il a enfin marqué, c'était le moment. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, puisqu'il a plutôt un rôle de joker. Quand il rentre, il fait 9 fois sur 10, il fait le job. Et là, vraiment, l'association qu'ils ont eu les deux, c'était presque un duo infernal parce que justement, les défenseurs stadistes avaient beaucoup de peine à lire au fait le jeu. Et ça j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et à mon avis, c'est une solution qu'on pourrait essayer de retester parce que parfois, quand on joue ce 4-2-3-1, on a de la peine au fait à remplir les 16 mètres avec nos joueurs, et le fait d'avoir déjà deux attaquants de base nominaux, eh bien on a en tout cas un joueur de plus qu'on a au fait d'habitude, et ça peut être une bonne solution tactique offensive. Ouais, puis quand en plus à la quantité on rajoute la qualité, ben voilà, c'est que tout bénef, hein. Euh, donc voilà. Alors, on pourrait attendre une réaction du stade de Zanouchi, et puis, ben non, c'est finalement Xamax qui double la mise à la 40e minute. Alors, sur cette action, Osvaldo, on va donner beaucoup de mérite et beaucoup de crédit à Jonathan Fontana. Oui, parce qu'il a l'audace de repiquer dans l'axe depuis le côté gauche, et puis il trouve des machailles en profondeur à la limite du hors-jeu, et puis des machailles qui, avec beaucoup de sang-froid, concluent devant Da Silva. On va dire qu'il optimise un véritable caviar, hein, que lui sert Fontana dans les 16 mètres. De Une son mauvais défense pied, qui plus est, hein. en plus de ça, de son mauvais pied, et puis une défense stadiste complètement mise hors de position, qui ne peut que constater les dégâts. Donc c'est vraiment très, très bien joué, de Fontana, d'avoir pris le risque, justement, comme on l'a dit, de sortir de sa zone, et puis un superbe appel de Demachai, qui là, pour le coup, est Ouais. dans son rôle beaucoup plus classique de buteur. Et puis, petit crédit supplémentaire, je sais pas si vous l'avez vu, messieurs, mais on va aussi donner du crédit à Romain Bayard qui fait un super contre-appel sur ce but. Il part comme une fusée dans l'axe et il attire Barbet enfin, voilà, qui était dans cette zone-là. Et puis Barbet suit euh, Bayard. C'est assez logique, hein, il fait un appel qui est dangereux et ça libère complètement de l'espace au mieux. Donc voilà, ce but, il est aussi dû à ce contre-appel. Parfois, les buts, ils se créent comme ça aussi, hein. Il y a des appels, des contre-appels, et c'est comme ça qu'on arrive à déstabiliser les défenses. Et voilà, plus il y a de mouvements dans les phases offensives, dans les passes, mais aussi dans les appels, des joueurs avec des appels qui sont pas forcément servis en soi. Ils n'ont pas pour objectif d'amener le ballon, mais ils ont juste pour objectif de faire perdre un peu le pied à la défense. Et là, Bayard, il a fait ça à la perfection. Et en plus, il a suffisamment d'explosivité, hein, lui, pour créer ce genre d'appel. Il a un coup de rein assez impressionnant, donc il peut tout d'un coup vite partir comme ça. Le défenseur, il sait plus où il est, il sait plus qui il doit suivre. Et puis un défenseur qui sait plus quoi faire pendant 2 secondes, c'est un défenseur qui sert à rien. Et puis du coup, qu'on peut facilement déstabiliser. Donc voilà, je voulais aussi souligner le travail de Bayard sur cette action. 2-0, voilà, un stade Lozanouchi un peu assommé à ce moment-là du match. Et puis, ben voilà, ils vont l'être, presque, je veux dire, ils vont être quasiment KO
avant la mi-temps, à la 44e minute, où Koro Koné signe un doublé. Doublé de but pour Koro Koné, doublé d'assist pour Shelkim de Maasai. Voilà. Bon, le Stade de Zanouchi qui perd un peu bêtement le ballon quand même sur cette action, Osvaldo. Oui, oui, après, sur le coup, on a été suffisamment audacieux pour en profiter. C'est une passe en retrait, c'est une tentative de passe en retrait qui arrive directement sur Demachaï qui peut servir en première intention Koné, qui de nouveau, entre le point de pénalty et les 5 mètres, se trouve au bon endroit au bon moment pour mettre ce troisième but. C'est vrai que là, dans la tête, les Lausannois avaient lâché pour le coup, hein. Je pense que ça, c'est symptomatique d'une équipe qui a un peu lâché prise et puis qui sait plus trop comment elle s'appelle à ce moment-là. Parce qu'il y a Ouais, pas des là, erreurs qu'on voit. On pourrait s'imaginer plus l'avoir chez une équipe de bas de classement, mais une équipe qui a la dose de confiance actuelle du slow, c'est assez surprenant quand même. ouais, Varam sur cette action, 24 heures, plus de 24 heures après, on n'a toujours pas répondu à la question à qui Bastien Conus voulait adresser cette passe. Ouais, bah en fait, c'est clairement l'erreur classique qu'on fait au fait en junior, c'est la passe dans l'axe. Moi, je me rappelle mes coachs à l'époque, pas dans l'axe! Voilà, et là, voilà, Pas bah, dans Bastien l'axe et jamais en Connus. l'air, jamais en l'air. Voilà, Si tu c'est fais une ça, passe dans jamais l'axe, en tu la l'air. fais au moins rater, que si elle est un peu ratée, le gars il peut se jeter puis la dégager, il doit pas faire un contrôle de la poitrine ou je sais Voilà, pas c'est quoi. ça, C'est c'est ça. Et voilà, donc là, c'est une belle offrande. Et puis, bah voilà, bah c'est ça aussi le foot, hein, c'est concrétiser les erreurs adverses. Et quand l'adversaire te fait au fait un cadeau, bah, il faut optimiser. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a fait un dernier quart d'heure de feu où on a mis 3 buts. Et c'était Noël presque après l'heure, quoi. On va dire ça comme ça. ouais, on va saluer là à nouveau l'altruisme de Demassai parce que beaucoup d'attaquants qui reçoivent une offrande comme ça, ils auraient tenté de se retourner et de frapper, mais ils voient que Maloula revient au marquage. Maloula, c'est un client quand même, hein, il prend de la place pour contrer des ballons et ils voient Koné qui arrive à la vitesse grand V comme à ses 25 ans, même à ses 20 ans, j'ai envie de dire. Et puis Koné, voilà, dans des circonstances comme ça, il ne rate pas, il ne rate pas la cible. Voilà. Les attaquants ont tout de suite identifié la situation, ils ont tout de suite identifié quel rôle ils allaient jouer sur cette perte de balle rapide. C'est parfaitement exécuté. Alors oui, il y a l'erreur de Conus à la base, mais enfin voilà, il fallait encore combiner et puis la mettre au fond. Le but était pas tout fait non plus. Donc voilà, 3-0 à la mi-temps. Osvaldo, on pose une question légitime. Xamax est-il bien payé ou Xamax est-il ultra réaliste? Je suis obligé de choisir. Bien payé sur la première demi-heure, ultra réaliste dans le dernier quart d'heure, Voilà, je pense. il nous fait une réponse helvétique. On va dire, mais c'est toujours l'éternel débat, hein. Une équipe qui marque sur ses 3 tirs cadrés en première mi-temps, ou sur 3 des 4, je sais plus exactement, mais en tout cas avec un réalisme qui dépasse, qui est à 75 ou 100%. Est-ce que, et puis là, derrière, de l'autre côté, elle voit son gardien qui fait les arrêts. Est-ce qu'elle est chanceuse ou est-ce que tout simplement, elle fait un match parfait? Parce que finalement, est-ce que le match parfait, c'est pas que le gardien fasse un gros match et puis que derrière, on est ultra réaliste? Encore une fois, le scénario est parfait. Maintenant, je pense que, On l'a assez vu très dans honnêtement, l'autre sens, hein, mais on aurait pu se Ouais, poser la question aussi à la Pontaise, hein, au mois de décembre, quand c'est le stade Lozanouchi qui menait 3-0 à la mi-temps, où on avait tous envie de balancer notre télé par la fenêtre, mais ou de c'était un peu balancer le un même lance-flamme match. contre la Le télé. stade Lozanouchi avait été ultra réaliste. Alors, ils avaient quand même beaucoup, beaucoup plus dominé les débats hein, aussi sur toute la mi-temps, c'était peut-être une différence. Mais, mais voilà, je pense que le réalisme, ça fait aussi partie du football. Rien qu'avant, on l'a évoqué dans notre débriefing contre Yverdon, on a manqué de réalisme. Là, du coup, on n'en a pas manqué sur cette mi-temps. Donc, bien joué les gars, bravo. Moi, de nouveau, sur le réalisme offensif, j'ai absolument, je te suis complètement. Maintenant, c'est vrai que c'est,
je peux aussi considérer voilà quoi, il y a des manquements derrière et il y a des entames de match qui restent quand même pour moi, une interrogation. Alors pour le coup, dimanche, hier, je peux encore un peu mieux l'imaginer parce qu'on peut penser que l'élimination en coupe a quand même Mmh. quelque part eu un impact dans les têtes. Conjugué à la qualification de l'autre côté, hein, on a une équipe qui a la Ouais. tête dans le sac parce qu'elle est éliminée, on a l'autre qui a l'euphorie parce qu'elle est passée. Moi, la première demi-heure, elle est conforme à ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais peut-être à ça sur 90 minutes, du coup. On met la première demi-heure avec un Stade Lausanne-Ouchy qui est plus dominateur dans le jeu. Et puis, dans ces moments-là, c'est ta défense et c'est ton gardien qui doit te tenir dans le match. Et là, la défense l'a fait, mais c'est surtout Ameragic, moi j'ai envie de mettre en avant sur cette première demi-heure. Il nous tient dans le match là où on a besoin de lui. Et puis ensuite, bah, comme par hasard, l'adversaire ne marque pas, il y a un peu de doute, on prend confiance aussi en nos moyens. Et puis derrière, ben voilà, on capitalise aussi sur les qualités de nos attaquants. Très, très clairement. Alors peut-être que 3-0, bah voilà, le slow, ils peuvent s'estimer quand même mal payés, mais l'avantage Xamaxien à la mi-temps, il répond à une certaine logique, hein, quand même. Tout à fait, tout Même à si ce fait. n'était pas brillant dans la première demi-heure de jeu. Alors, on pouvait s'attendre à une deuxième mi-temps, malheureusement, un petit peu moins animée. Les stadistes se sont vite rendus compte qu'à voilà, 3-0, ça allait quand même être compliqué de repartir avec quelque chose. Et puis voilà, il y a pas grand-chose à dire sur cette seconde mi-temps. Les changements apportés d'un côté comme de l'autre n'ont pas fait la différence. On va dire que ben ouais, Xamax aurait dû, je sais pas, mais aurait pu donner au score une allure un peu plus de correction, Varane. Il y en aurait eu encore un ou deux, surtout dans la deuxième partie de la deuxième mi-temps. Ça aurait pas été illogique. Ouais, bah, si on veut faire un peu, les fines bouches, c'est ce qui a manqué parce que clairement, il y avait clairement la place parce que le slow en deuxième mi-temps était vraiment en mode roue libre Ouais, on pense et à ce duel de Korokone de la 48e, hein. Ouais. exactement, ouais, exactement donc c'est dommage parce que ça nous aurait permis aussi de soigner un peu notre, goal average parce on est en négatif si, je dis pas des Ouais, bêtises. ben on l'avait un peu maltraité à Bellinzone, notre goal average, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, donc ça aurait permis avec un ou 2 buts de plus, on aurait pu au fait, équilibrer un peu justement, la claque qu'on avait prise, au Tessin. Mais bon, voilà, on va pas trop quand même, être trop sévère parce que c'est vrai que ça a plutôt été, une agréable surprise. Heu, je pense que dans l'équipe de Xamcast, on s'attendait pas, on va dire un résultat aussi, aussi sec, aussi tranchant. Bah, voilà, après, l'élimination, en coupe, honnêtement, moi je pensais que l'équipe allait être complètement, démotivée, démobilisée, mais non. Ça n'a pas été le cas, contre un adversaire qui nous réussit souvent, pas tellement. Donc Qui voilà était quoi, sur une après belle voilà, série aussi, hein. exactement, qui en plus, comme tu l'as bien dit, qui avait cette euphorie de la qualif contre, Lucerne. Donc voilà, après voilà, là on on pétouille un petit peu, hein, on va vraiment Mhm. chercher, la petite bête, mais voilà, c'est vrai qu'on aurait pu en mettre un ou 2, mais voilà, Ouais, il y a cette globalement, je action de pense que Koné, peut-être, il y a une action de Demassai un peu avant Massaï l'heure de aussi, jeu voilà, aussi, ouais. qui se présentent tous deux Ouais. en un contre un. Voilà, Da Silva remporte Mmh. les deux fois les duels. Voilà, une victoire qui répond à la logique de ce qui s'est passé sur le terrain. Les deux équipes n'étaient pas émoussées physiquement. On peut pas dire que le stade de Zanouchi a craqué physiquement hein, sur ce match. Ils étaient là, ils ont répondu, ils ont juste été voilà, dominés tactiquement, surtout dans un quart d'heure extrêmement bien géré où on a inscrit 3 buts. Et puis voilà, à 3-0, c'était écrit qu'on n'allait pas lâcher l'os sur ce match. Il aurait vraiment fallu beaucoup, beaucoup de ressources mentales au stade de Zannes pour revenir. Pas sûr qu'ils en avaient à 100% l'envie non plus dans ce championnat où ils sont un peu mieux classés que nous en termes de points, mais ils sont quand même aussi assez loin du duo et du trio
de tête. Donc voilà, ils vont pas aller chasser non plus tous les points quand il y a des matchs défavorables comme ça qui arrivent pour eux. Donc voilà, ça a été l'occasion de, voilà, de faire évoluer un peu les jeunes aussi en deuxième mi-temps. Et puis le score n'a pas bougé. Voilà, une belle victoire. Et puis on peut vraiment à donner nos félicitations aux joueurs pour leur ressource mentale sur le coup. L'effondrement qu'on pouvait prévoir n'a pas eu lieu à Osvaldo et on espère que c'est un bon signal pour la suite de ce nouveau championnat qui débute, mais on met vraiment le terme championnat entre guillemets. On a de la peine à voir la suite du championnat comme une longue série de matchs amicaux ou de préparation pour la saison suivante. Bah, c'est-à-dire que maintenant qu'on est éliminé, puis maintenant que le rêve de la coupe et que la magie de la coupe s'est éteinte, espérons qu'on arrive à connaître une deuxième partie de saison, une fin de saison autrement qu'en roue libre et autrement que comme on a pu, par exemple, je dis ça complètement au hasard, mais terminer la précédente. Ouais, on va voir Faut ça. espérer parce que sincèrement, c'est quand même quelque chose pour la dynamique du groupe qui est important. On n'est que le 9 février ce soir. Le championnat se termine fin mai. Si pendant 4 mois là, on finit en roue libre, donc faut vraiment espérer que cette victoire nous revigore un petit peu et puis que pour la suite, notamment pour le match de vendredi prochain déjà, de ce vendredi, qu'on soit, immédiatement tourné vers la suite parce qu'il y a encore des choses à aller chercher. Enfin, alors évidemment qu'on ne va pas le barrage de la promotion directe sont inaccessibles, mais conforter notre place dans cette première partie de classement et puis notre fierté, notre honneur quelque part. Ouais. Tu D'autant plus mentionnes important. le match de la semaine prochaine. On va tout de suite, je pense, passer à la rubrique suivante et le briefing de ce match. Voilà, c'est un déplacement du côté de la Fontenette qui nous attend. 3 adversaires romans en un peu plus d'une semaine pour Samax, avec Yverdon, Stade de Zanouchi et désormais Étoile Carouge. Alors, Étoile Carouge, je pense qu'ils vont pas nous accueillir avec les confettis, hein, vu comme les réactions qu'ils ont eues fort logiquement après la décision controversée de Jean-François Collet d'envoyer les M19 du côté de Bellinzone. Euh, les, euh, les joueurs stéliens ont été, enfin les joueurs, non, le staff, la présidente de Stélien a réagi, tout comme le directeur sportif du FC Ville, un certain Michael Lang. Voilà, ils vont pas nous accueillir à bras ouverts et puis eux, ils ont un rang à conserver, une place à sauver. Donc voilà, eux, ils vont le jouer ce match. Et puis, un étoile Carouge qui s'est renforcé à la trêve avec le retour d'Oscar Correa. Et puis voilà, ils restent aussi sur une performance assez solide. Ils ont été arrachés, enfin non, ouais, si, ils ont arraché le match nul du côté de Vaduz. Ils sont revenus finalement à 3-3, mais ils ont mené au score aussi dans ce match. Et sauf erreur, c'est les premiers à prendre des points du côté de Vaduz cette saison. Les joueurs de la Principauté qui avaient gagné tous leurs matchs des, euh, des premiers tours. Donc voilà, méfiance pour ce match. Et puis, comme tu le disais, Osvaldo, il y a une place à consolider, à conserver. Alors, cette victoire, elle nous a donné un petit peu d'air au classement, un peu plus d'air, on va dire. On en avait déjà un peu quand même, mais on est désormais à 6 points devant Rapperswil-Jona qui est sixième. Et puis, Carouge est à 10 points. Mais voilà, ce match, il faudra le disputer et puis il faudra montrer le même état d'esprit, Varam. Ouais, bah, je crois que tu bien résumé le contexte. Effectivement, ça va être compliqué. Eux, ils jouent leur survie, donc ils ont un énorme enjeu. Il y a eu effectivement le choix contesté et contestable de notre propriétaire, donc je pense ils vont l'avoir mauvaise. Maintenant, bah, je pense que
c'est aussi au staff, notre staff à nous, de se fixer un objectif qui serait la quatrième place. Je pense que c'est totalement réaliste. Et puis, bah, comme on joue plus rien vraiment, c'est à mon avis hyper important pour pas finir en roue libre, puis garder une certaine motivation, garder un entrain. Il faut qu'on se fixe un objectif, et je pense que la quatrième place, c'est un objectif réaliste. Et puis pour tenir tout le monde sur la corde, tout le monde concerné, je pense que ça serait bien qu'on vise cette quatrième place. Et je crois même que si on devait arriver quatrième, je crois que ça serait le meilleur classement depuis 6-7 ans. Donc ça peut peut-être. Alors voilà, c'est un lot Ouais, on a fait de une quatrième place, consolation. une troisième place ex aequo il y a 2 ans. Ah oui, c'est vrai, Ouais, ouais. Bon, on c'est vrai. était à 660 points de Sion et de Thun, mais on a fini. On était quatrième, ouais. Quatrième, ex aequo avec Vaduz, ouais. Ouais. Voilà, donc peut-être si on arrive à Ouais, égaler cette quatrième place, ça serait bien. Mais voilà, maintenant, je pense que ce qui est important, c'est de donner au fait un sens au match qui reste, parce que comme Mathéo, tu l'as bien dit, ça fait quand même 3 mois de compétition. Donc si on veut donner du sens à ces 3 mois et pas finir en mode roue libre, il faut qu'on se fixe un objectif, et ça va être un peu, on va dire, le nerf de la guerre pour nous sur cette deuxième partie de saison. ouais, effectivement. Osvaldo, tu vas te déplacer pour aller voir ce match à la Fontenette? Très clairement, je serai du déplacement. Pour le coup, c'est même, enfin, c'est pratiquement le même temps de trajet entre chez moi et la Maladière, porte à porte. Donc oui, oui, j'y vais par mes propres moyens pour le coup, en rejoignant les supporters là-bas et puis en espérant connaître un bon résultat. C'est vrai que moi, j'ai pu suivre Étoile Carouge lors du match de reprise contre Nyon, où finalement, à Colombray, où ils étaient franchement, sur la fin de match, ils perdent 2 points un peu bêtes sur un penalty sifflé dans les arrêts de jeu. Mais c'est une équipe voilà, qui progresse toujours plus et puis qui, au vu des joueurs qu'elle a perdus cet été, s'était déjà maintenu un standing, je trouve, tout à fait acceptable. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup chargé le successeur d'Adrien Urcea en critique parce qu'au final, il ne faisait pas aussi bien que son prédécesseur alors qu'il n'a ni le même CV ni le même effectif. Et c'est vrai qu'en plus de ça, il y a un certain Oscar Correia qui a fait son retour cet hiver et qui certainement sera enfin, constituera une toute autre paire de manches pour la défense xamaxienne lors de ce déplacement sur la pelouse synthétique de la Fontenette. Ce n'est pas le Ouais, seul, mais c'est quand même un élément à prendre en compte qui est assez important, je trouve. effectivement. Ben voilà, un match qui sera intéressant à suivre. Et puis, ben, si nous, on n'aura plus beaucoup à jouer, on va quand même jouer des adversaires qui régulièrement, eux, auront quelque chose à jouer, que ce soit le haut du classement pour le trio de tête, ou alors les équipes de bas de classement. On va dire, il y a que 8 points hein, entre Bellinzone et Rapperswil. Deux, trois mauvais matchs, et puis vous pouvez vite être de nouveau en danger. Donc, c'est peut-être ça finalement le piment qui va être ajouté en fin de saison, c'est que on va jouer des adversaires qui, eux, ne seront pas démobilisés, donc qui vont donner de l'intensité. Et puis l'objectif pour atteindre cette quatrième place, ben, ce sera de répondre aussi aux défis physiques et footballistiques imposés, enfin imposés, montrés par nos adversaires. Et puis prouver que, voilà, sur le terrain, on favorise l'équité sportive, contrairement à la décision très controversée de Jean-François Collet. Donc c'est aussi une belle manière, je pense, aux joueurs de répondre que voilà, sur le terrain, on favorise personne, on dispute tous les matchs à fond et on dispute tous les matchs pour les gagner. On va pas tous les gagner, mais voilà. Et puis Anthony Breza, on parlait d'objectif, hein, Varam, il l'a mentionné aussi, l'objectif, lui, il maintient cet objectif de faire des tours à 15 points. Donc voilà, ça a presque pas marché pour le premier, on était proche. Le deuxième, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc voilà, là on est à 3 points sur 9 possibles. Donc voilà, c'est aussi une manière de garder l'équipe mobilisée.
Et puis, on va aussi petit à petit récupérer, je pense pas que ce sera pour vendredi prochain, mais on va gentiment récupérer Léon Bergsma. Et puis, on aura les retours de Detmir Krasniqi et de l'Iridon Moulay qui seront des renforts, hein. Tout simplement, on a parlé du manque de profondeur de banc, du manque de choix tactique pour développer un système de jeu, mais très clairement, les retours de Detmir Krasniqi, l'Iridon Moulay et Léon Bergsma vont faire du bien pour rebrasser un petit peu ses cartes et puis pour pousser aussi les joueurs à voilà, à donner le maximum d'eux-mêmes pour être titulaires chaque semaine parce que bah, chaque professionnel de football, il aspire toujours à être titulaire et à disputer le plus de temps possible de jeu. Donc voilà, on se réjouit de revoir ces trois joueurs sur la pelouse en espérant qu'ils soient les trois débarrassés de leurs petits ou gros pépins physiques. Voilà. Très bien, messieurs, on peut passer à la fin de l'épisode. Voilà, c'est la conclusion de cet épisode. Alors, je vous cache pas que ça a été un accouchement très difficile pour cet épisode. Énormément de bugs, bah, je vous l'ai dit déjà liés au streaming, mais ensuite aussi liés à l'enregistrement. Alors, le résultat ne porte pas préjudice, vous allez quand même avoir votre épisode, mais on est content d'arriver au terme de cet épisode, malgré tout, qui n'est pas si long que ça, mais qui aura quand même pris un temps d'enregistrement beaucoup plus conséquent que l'enregistrement lui-même. Donc là, voilà. Merci à vous tous pour votre écoute comme chaque semaine. Je vais vraiment me pencher sérieusement sur les problèmes qui ont fait que les choses ne se sont pas passées comme prévu ces 2 dernières semaines et puis j'espère pouvoir, voilà, vous amener, les corrections nécessaires, dimanche lors de l'enregistrement de notre, prochain épisode. Mes chers collègues animateurs, merci à vous pour votre participation comme d'habitude. Merci à vous aussi pour votre patience. Ce soir, on a oscillé entre l'espoir, le désespoir, puis l'espoir et puis le désespoir. Bah, l'enregistrement de cet épisode, c'était un peu une saison de Xamax, quoi, sur certains aspects. Donc voilà, on est content quand même d'arriver voilà, à conclure correctement cet épisode. Donc voilà, merci à tous et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye.